conserver la nourriture. On prend pour acquis que les réfrigérateurs, ça va bien. Mais à ce moment-là, il fallait couper la glace, s'il y en avait. Il fallait la conserver, avec du brin s'il y en avait. Et faire du canage. Avoir un fumoir, peut-être fumer la viande. Surtout du canage. Réparer les outils, les vêtements, tout ce qui allait dans les pelles, les haches, aiguiser les choses. Mon grand-père avait toujours sa petite pierre dans sa poche. Et je vais vous montrer où il vivait. Et puis, même jusqu'à sa mort, il avait sa petite pierre pour aiguiser, tout le temps. Il avait sa meule dans sa chaise, mais il avait toujours sa pierre aiguisée. Parce qu'il était élevé avec ça. Marcher de longue distance, ça paraît simple. Vous êtes en Irlande, vous allez d'un village à l'autre, c'est pas tellement loin. Ici, là, c'est très loin. Et manier la hache. Manier la hache, si vous n'avez jamais manié une hache, puis on vous demande de bâtir une maison, couper du bois de chauffage, c'est quelque chose, si vous arrivez de l'Irlande, vous n'en avez pas d'âge. Vous n'utilisez pas ça, il n'y a pas d'arbre. Il n'y en a pas. Bon, petite carte de 1834. Là, on va prendre notre temps parce que c'est très difficile. Je ne pouvais pas l'agrandir beaucoup plus que ça parce qu'elle n'est pas lisible. C'est une petite carte, c'est gros comme ça. Ici, on a la montagne Bonhomme. Mont-Bel-Air. Ça, c'est le Mont-Bel-Air. Ici, vous avez le quartier, Stoneham. Et vous avez Godarville ici, Saint-Augustin. Ici, Saint-Augustin aussi. La route vers Montréal. Vous avez l'hôtel Fossambeau. Il y avait des hôtels en 1834. Il n'y avait pas de problème. Le monde avait du plaisir. Ici, boulevard Fossambeau s'appelait St. Patrick Road. Alors, c'est pas beaucoup de gens qui savent ça. Cette route-là va jusqu'à Sainte-Catherine, jusqu'ici. Ensuite, vous avez la rivière Jacques-Cartier et le lac Saint-Joseph, la rivière Ottareddy. Ici, c'est marqué Mill, c'est moulin. Et puis, il y a un traversier ici. On va en parler, un bac ou un chaland, si vous voulez. Vous avez tout Fossambeau, tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que les Neville étaient déjà établis en 1834. La famille Neville était ici. Et les Kennedy, les Conley qui étaient là. Et puis, ça, c'est le mont Triquet. Alors, ça vous donne un aperçu de ce que ça avait l'air dans le temps. Et puis, il y avait rien, là. Ça, c'est des petits chemins, là. C'est des petits chemins qui ont été commencés en 1823. L'établissement Saint-Patrick, St. Patrick's Mission, c'est pas St. Patrick's Mission, c'est St. Patrick Establishment, Settlement, parce qu'il y a une différence entre la religion et puis défricher des terres. Alors, ça, c'est le côté terrestre de la chose, Settlement. Alors, c'est les terres au nord de la rivière Jacques-Cartier, c'est inhabité. En 1820, il y avait 232 terrains cédés, mais pas habités, cédés. C'est-à-dire qu'il y avait eu la paperasse pour les avoir. Ensuite, il y a eu 225 résidents propriétaires, environ 80 enfants et 75 ouvriers. Là, on parle d'Irlandais. Il n'y avait pas de francophones, il n'y avait pas de Canadiens français dans ce secteur-ci. Et vous allez comprendre pourquoi. Après ça, aucune mise de fonds et scènes durant les 4 premières années. Le seigneur du Chêné a dit, écoutez, vous arrivez, vous n'avez déjà assez ses bras, on ne vous en demandera pas plus, vous vous installez, et pour 4 ans, je ne vous demanderai rien. En 25, on est rendu à 376 habitants et 670 serpents de défrichés. Ça paraît beaucoup, 670 serpents, mais un homme seul fait un arpent par année, complètement défriché. Ça prend 4 ans à une souche d'être assez pourrie pour pouvoir le sortir avec un bœuf ou un cheval. En 25, le New Irish Settlement de Fossambeau en Jacques-Cartier, ce qui était le St. Patrick Settlement, parce qu'il y a eu plusieurs noms, dépendant de qui vous parliez à ce moment-là, a été changé pour Sainte-Catherine de Fossambeau. Alors, vous avez la seigneurie de Fossambeau qui devient Sainte-Catherine de Fossambeau, qui va devenir la paroisse de Sainte-Catherine, qui va devenir la municipalité de Sainte-Catherine. Ensuite, qui va devenir Sainte-Catherine de Portneuf, qui va devenir Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est toujours Sainte-Catherine. La majorité des pionniers irlandais sont établis dans la 4e et 6e concession. Boulevard Jacques-Cartier, Montcalm, et là, on parle jusqu'à Valcartier, jusqu'à passer Shannon, jusqu'à Valcartier. Et on monte 7, on fait 4, 5, 6, mais après ça, on monte à 7 et 8. On va y arriver. La majorité des pionniers irlandais se sont établis à la 4e et 6e,
Et on monte jusqu'à la 12e concession. Mais il n'y avait pas beaucoup de gens qui demeuraient dans la 12e. C'était plus des terres à bois. Les chemins. Le premier chemin en 1745, pour venir ici. C'était des sentiers. Ce n'était pas des chemins pour voyager avec des chevaux, des wagons, des choses comme ça. C'était très de base. Alors, en 23, on décide qu'on va faire des chemins dans les concessions. Quand on parle de chemin, on ne parle pas des autoroutes. Là. On parle de la genre d'une voiture avec un cheval. Owen O'Sullivan, que j'ai personnifié lors de l'été dernier, je pourrais vous en parler pendant une présentation complète. C'est un personnage irlandais assez spécial qui a vécu à Québec, à Terre-Neuve, Irlande, Terre-Neuve, Québec, mais qui avait le quartier, il y avait une terre là, il l'a vendue, il y avait des terres ici, il a défriché. Il est devenu le Grand Voyer. Le Grand Voyer, c'est le grand patron des chemins. C'était un poste très important, c'était un poste qui était donné par l'autorité supérieure pour dire vous êtes le responsable de tous les chemins. Non seulement il était le Grand Voyer de Sainte-Catherine, il était le Grand Voyer de Saint-Gabriel de Valcartier aussi. Alors, la fonte des neiges, les pluies automnales rendent les routes impraticables. C'est de la boue. On est dans le sable, la boue, la cochonnerie. C'est pas facile. En hiver, c'était mieux. On se promène avec un cheval l'hiver. On prend pas les chemins, on passe dans les raccourcis, on passe sur les ponts de glace. On va visiter les gens qu'on n'a pas vus parce qu'on ne pouvait pas se rendre en temps normal. On ne pouvait pas traverser la rivière. Hein? Il n'y avait pas de pont, il n'y avait rien. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On traverse le pont l'hiver, la rivière l'hiver. Alors, ça permet des interactions sociales. Quand je regarde les extraits de mariage, les gens se marient l'hiver. Parce que l'été, il n'y avait pas le temps. Il fallait qu'ils s'occupent de survivre. Et aussi le fait qu'ils ne pouvaient pas se voir non plus. Comment on fait pour rencontrer sa femme ou son mari quand on reste si loin? Bien, en général, les gens se mariaient à 1 000 ou 1 kilomètre, si vous voulez, d'où ils demeuraient. Et c'est pour ça que quand je m'en vais dans les extraits de naissance, puis je suis en train de faire l'arbre généalogique, qui couvre une grande partie de Shannon, Sainte-Catherine et Valcartier, je me rends compte que les gens, là, c'était, sur le recensement, c'était la fille du voisin. C'était ça. Ça marchait comme ça. Parce qu'ils ne pouvaient pas aller ailleurs. C'est juste plus tard, quand les chemins de fer sont arrivés, des choses comme ça. Par contre, des fois, on trouve des gens qui sont Saint-Basile, des choses comme ça, des gens qui sont de l'autre côté du fleuve. Puis je me dis, comment est-ce qu'ils ont fait pour se rendre là? C'est incroyable. Ensuite, les chemins en hiver, c'est pas facile. Owen O'Sullivan, le blanc. Ça, c'est une photo qui est dans un journal en 1876. C'était un hommage à Owen O'Sullivan, qui était un grand ami de Sir Lavery dans l'époque. Owen, quand il avait 14 ans, il avait des voiturettes, il avait le cheval, puis il allait apporter des provisions pour les Anglais sur le chemin de Montréal. Les premiers arrivants en 21 au moulin de Goderville, les Astérix, c'est les protestants. Alors, Charles Black, on appelait Sheriff Black, il était shérif. Il n'y avait pas de Sûreté du Québec, il y avait un shérif. C'était lui qui s'occupait de faire la loi dans la paroisse. Alors, il est devenu shérif parce que c'est un ancien militaire. Vous voyez les noms. J'ai dû faire des recherches parce que la transcription des noms, des fois, c'est politique. Les gens qui faisaient l'énumération à ce moment-là, ils entendaient un nom, puis ils écrivaient comme ils l'entendaient au son. Alors, moi, j'ai fait les recherches pour avoir les vrais noms. Et c'est assez long. Alors, vous avez des noms qui reviennent. Il y a des frères. Ce que vous n'avez pas dans ça, c'est sûr, c'est que vous n'avez pas la famille qui vient avec. Parce que là, des fois, il était à 5, 6 par individu. Là. Il y avait la femme, les enfants, etc. Ian, c'est son frère. Et puis d'autres, Scotland, je pense, c'est son père. Alors, le père et fils, etc. En 22, on a d'autres personnes qui arrivent. Et puis, des noms qui apparaissent dans les recensements 1841, 1851, 1861. Il y a des noms qui ont disparu. Je vais vous donner un exemple. Cotton, on voyait plus ça en 51. O'Connell non plus. Webb, ça avait disparu. Keogh n'était plus là non plus. Par contre, Landers, Grogan, Farrell, le fameux meurtrier, Michael Farrell, qui était pendu, le dernier pendu Warren Center. Sinon, il y en a beaucoup qui ont disparu. Les gens qui sont venus ici se sont rendus compte que c'était trop difficile la vie. Ils ont abandonné. Ils sont partis. Alors, c'est pour ça qu'on voit les noms changer au fur et à mesure. Il y en a qui restent, il y en a qui partent.
En 25, le comté de Hampshire, ça s'appelait comme ça ici, comté de Hampshire, parish de St. Catherine passant en bas, c'est Patrick Settlement. Voici les noms qu'on a trouvés, et puis notre famille. Alors, les noms qu'on voit encore, Coghlan, et puis Gauche a disparu, on n'en voit plus. Corcoran, il y en a qui sont partis, il y a une anecdote, mais je vais peut-être la compter tout à l'heure si j'ai le temps. Il y a les Marr, M. Marr. Et puis, on a passé Landergan, M. Landergan, tantôt, on a vu votre nom sur la fiche précédente. Et puis, M. Power, qui est ici ce soir. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les gens qui sont établis ici en 1820, 21, 25, etc., souvent sont arrivés à Québec, qui ont travaillé, sont venus ici, et leurs enfants sont retournés à Québec dans des emplois des chantiers navals. Chantier naval à Québec, sur le Saint-Charles, il y en a plein. Tout le secteur de Saint-Roch, derrière l'église Saint-Roch, c'est tous les Irlandais qui vivaient là. Alors, des fois, on se dit, bon, moi, mes ancêtres venaient du Cove, là, sur le rue Champlain, mais c'était souvent les enfants de ces gens-là. Alors, quand je fais l'arbre généalogique, mettons M. Power, qui est dans mon arbre en passant, par alliance ou par sang, là, on voit que les gens, le recensement de 1872, 71, 81 et 91, les gens ont des emplois et ils sont en ville. Mais leurs parents étaient ici. Alors, c'est assez intéressant de voir ça. Vous avez des noms, O'Brien, à Stoneham, Sainte-Brigitte de Laval, il y a des O'Brien. Alors, tout le secteur, Sainte-Brigitte de Laval, Beauport, en s'en allant vers la seigneurie Tewksbury, tout ça, c'est tout interrelié dans les familles. Le défrichage, ça, c'était difficile. Vous arrivez de l'Irlande, vous n'avez pas d'ampoule dans vos mains, vous allez en avoir. Vous coupez des gros arbres, les arbres n'étaient pas petits, c'était des gros arbres, énormes. Alors, vous devez les casser, les brûler, tout faire le défrichage, et ça prend du temps, et ça fait de la potasse. Et ça fait des terres très, très engraissées, si vous voulez. Mais ça ne dure pas. Alors, les gens étaient contents. Hey, ça pousse, hey, on a brûlé nos champs, bon, ça, c'est beau. On a des bleuets, on a toutes sortes de choses. Mais, après les 2, 3, 4 ans, là, ça ne marche plus, là. C'est plus le même rendement du tout. Les semences. On sème entre les souches. Pourquoi? Parce que les souches, ça prend trop d'efforts. Si on n'est pas capable de les brûler, même les brûler, c'est difficile, on doit les prendre avec des bœufs ou des chevaux, tirer sur ces souches-là, mais pour les sortir, il faut qu'elles soient pourries. On ne peut pas les sortir comme ça, c'est trop difficile, il n'y a pas de tracteur. Là. Alors, on plante entre les souches, puis on espère, avec le temps, on va enlever une souche, on enlève une autre, on enlève une roche, puis là, on finit par avoir des champs. C'est pas facile. Mon arrière-grand-père vivait sur les anciennes concessions, et puis, c'est ça, il vivait dans un chantier dans la terre, il y avait des pommes de terre tout le tour des arbres, tout le tour où il démarrait. Ça, c'est en 1888, là. Il est né. Ça a duré longtemps, ça. Les maisons. Là, ça va être l'habitation. C'est ça que vous arrivez, vous avez du bois, vous avez des roches, et vous dites, il faut que je construise une maison. Alors, vous faites un semblant de salage, vous n'avez pas tellement de mortier, vous en fabriquez, vous prenez des billots, vous faites une maison en bois rond, et vous vivez dans ça, mais vous n'avez pas de poêle en fonte, là. Vous faites un foyer en pierre, ou vous faites un foyer en bois. On va voir tout à l'heure. La première structure est appelée une cambuse en français, ce qui est l'équivalent de shanty. Le mot shanty vient de l'expression gaélique shanty hut, qui veut dire vieille maison. Alors, quand vous arrivez sur votre lot, vous construisez un abri de fortune qui est un shanty. Et quand vous construisez votre nouvelle maison, qui est une vraie maison, votre shanty devient votre vieille maison. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est votre vieille maison. C'est sûr que quand on a commencé à avoir des moulins assis, avec des planches, on commençait par des maisons en planches, ça signifiait que aussi on avait des granges en planches. Donc la période de pionniers était terminée. C'était des cultivateurs, des agriculteurs. Les bâtiments en bois rond étaient convertis en shed ou
étable ou port à cochon, peu importe ce que vous voulez, c'était des bâtiments qui étaient utilisés à cette fin après, parce qu'on avait construit une deuxième maison. Bois de chauffage, été comme hiver, il faut faire à manger, il faut faire chauffer de l'eau. Alors, vous faites marcher votre poêle ou votre foyer à tous les jours. L'été, vous faites votre bois dehors, dans un foyer votre pain dehors, dans un foyer à pain. Mais dès que le froid arrive, vous retournez en dedans, vous construisez des cuisines d'été, c'est venu à cause de ça. On fait des cuisines d'été parce qu'il faisait trop chaud dans la maison. Bon, un shanty. Braca en irlandais, en gaélique, c'est un shanty, c'est ça. Alors, vous êtes dans la terre. Si vous regardez, vous avez de la pierre ici. Vous avez une toiture. Là, on a des planches parce que c'est dur de trouver des photos de shanty. Ça n'existe plus beaucoup. Et vous avez ici une trappe pour le bouquet. Alors, il y avait des foyers dans le sable où il n'y avait pas de cheminée, il n'y avait pas de poêle en fonte. On parle vraiment de quelque chose de base. Et mon grand-père, Alex, est venu au monde dans un shanty comme ça. Dans le 6e rang, en haut de la montagne. Et comme il disait, quand il était avec lui, il me disait le trou dans lequel nous vivions. C'est spécial. Ça vous donne une petite idée à peu près de ce que ça pourrait avoir l'air. Alors, mettez-vous dans la tête que, comme mon grand-père, ils étaient là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans ça. Il est là. L'hiver, l'été, c'est pas évident. Là, on voit un petit foyer. Mais dans certains cas, il n'y avait pas de petit foyer. C'était juste un carré de sable, avec des billots dedans, et une cheminée. Un peu comme un tipi. Une autre photo de chantier que j'ai trouvée. Alors, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 personnes qui vivent dans ça. Il n'y a pas de fenêtre. Il y a une porte. Il y a une cheminée. Ils ont fait, c'est pas un maçon tellement bon, mais il reste que ça fonctionne. Alors, tous ces gens-là vivent dans ça. Il y a des planches ou des bardeaux, peu importe. Tout ce qu'on peut trouver, on vit dans ça et on vit là-dedans 12 mois par année. Jusqu'à temps qu'on ait de l'argent pour se construire une maison qui a de l'allure. Vous voyez les arbres autour, ça va défricher. Alors, un jardin, ça fait, ou défricher. Ça, c'est une cambuse. C'était un style de shanty qui était plus utilisé par des bûcherons. Alors, les bûcherons rentrent par la porte ici, il n'y a pas de fenêtre. Ici, il y a une cheminée avec une trappe. Il y a beaucoup de boucans pour la trappe, moins de boucans pour la trappe. Et vous avez un bâtiment pour les animaux ici, soit les chevaux, peu importe. Et ça s'appelait une cambuse. Les Irlandais appelaient ça camboose, traduction phonétique de cambuse. Le foyer de sable, ça c'est à grande échelle, ça c'est un camp de bûcheron. Alors, il faisait des bines, c'est pas au bois, peu importe. Il y avait un feu, puis ici en haut, il y a une trappe. That's it. Il n'a pas tellement chaud l'hiver, imaginez-vous. Par contre, vous avez le même principe dans les petits chantiers où les familles vivaient. Alors, vous avez, ça s'appelle ça un carré de sable, un sandbox fireplace. C'est une façon de faire le feu qui date depuis l'éternité. Quand j'étais en Amazonie en 1988, on a vécu avec les indigènes, puis c'est ça qu'ils faisaient dans leur hutte. Alors, c'est pas nouveau. Là. Maison Boismont. Là, on parle de log house. Quand on regarde les recensements de 51, 61, 1871, 81, on voit le mot log house. Les énumérateurs de recensement avaient la consigne de vraiment identifier le type d'habitation. Soit une maison en pierre, soit un chantier, soit un log house, ou soit une maison pièce sur pièce, frame house. Alors, dans le recensement, on le voit ça. En 61 ou 71, je ne me souviens pas, il y avait 3 chantiers, si je ne me trompe pas. Il y avait les Clear, qui avaient un chantier. Il y avait le Stewart, qui avait un chantier. Puis il y a d'autres familles, c'est une famille francophone. Et puis, les chantiers ont été remplacés par les log house. Et si on regarde ici, il y a plusieurs éléments. Ça date de 1868, après cette photo-là. Vous avez une famille, vous avez une cheminée en bois. L'intérieur, c'était des pierres, jusqu'à une certaine hauteur, pour que le bois brûle.
et la fumée sortait par ici. Un peu plus tard, on rajoute un tuyau de poêle ici, avec des roches pour le tenir. Ça, c'est l'écorce, c'est toute l'écorce. Il n'y a pas de tôle à ce moment-là. Et des gens très, très créatifs, vous avez un genre de un manche avec une palette au bout et une roue. Quand il neige l'hiver, il faut enlever la neige sur le toit. Mais si vous prenez une pelle, votre écorce, ça va tout s'effriter. Alors, vous mettez une petite roue sur votre palette et vous pouvez descendre sans briser votre toiture. C'est génial, hein? Là, on tombe dans les maisons pièce sur pièce. Vous voyez, le shanty, il est là. Une porte, pas de fenêtre, et il y avait probablement une cheminée quelque part. Ça sert maintenant de garage, de shed, ou comment on peut appeler ça. Et ici, on a une maison pièce sur pièce avec des bardeaux en cèdre, ici. À la famille, il y a des souches enlevées, là. Il y en a beaucoup, hein? Alors, ça veut dire travailler fort. Tout ça a servi pour chauffer la maison. Ça a servi pour construire la maison. Et ça sert aussi, éventuellement, pour des planches qui vont venir avec des moulins à scie, éventuellement. Mais il reste qu'il faut tout enlever ces souches-là pour pouvoir avoir du bétail. En attendant, les vaches se promènent entre les souches. Et avant de finir, si vous regardez bien cette photo-là, la prochaine va ressembler à cette photo-là. Ça, c'est la maison de mes ancêtres, sur le 6e rang. C'est en pièce sur pièce. La toit est en tôle, mais ça a été modernisé avec une cheminée. Mais à l'époque, c'était du bardeau de cèdre. Alors ça, c'est mon arrière-grand-père qui a construit ça. Et puis, cette maison-là a brûlé il y a 3 ans. Alors, vous voyez les fenêtres, tout ça. Vérifiez bien la porte et les fenêtres ici, parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Ça, c'est la même maison, la même ancêtre, avec des joints que de ronde, dovetail ends. C'est comme ça qu'on faisait ça, puis on mettait toutes sortes de choses ici, de la mousse, des roches, toutes sortes de choses. Avec le temps, ils ont probablement mis du plâtre, je ne sais pas trop quoi. Mais ça ressemblait à ça, mais c'est très solide, hein? Il n'y a pas de clou dans ça, aucun clou. Quand ils ont essayé de la démolir, ils n'avaient pas été capables. Il a fallu une des maisons comme ça, un peu plus loin, ils ont voulu qu'il y ait assis comme ça, puis assis comme ça, pour pouvoir la démolir. C'est impossible, ça ne bouge pas. C'est juste assis sur des roches. Puis il y avait un caveau, il y avait une trappe dans le milieu, puis les gens mettaient leurs patates et leurs carottes à l'intérieur. Alors ça, c'était construit comme ça. À Shannon, ces maisons, parce que c'était à Shannon à cette époque-là, la dernière fois que je suis rentré dans la maison, toutes les maisons du 6e rang ou la 6e concession avaient été construites par M. Chapman. M. Chapman était un cultivateur qui était voisin des ancêtres. Et lui, il avait la technique comment faire ces choses-là, comment construire. Alors, il faut couper les bio en hiver. Au printemps, il faut enlever l'écorce. Là, je ne peux pas laisser l'écorce dessus, ça va pourrir. Et ensuite, il faut les entailler, parce qu'ils sont carrés, c'est avec une hache, ça se fait ça. Chaque morceau que vous voyez est taillé à la hache ici, là, et carré à la hache. C'est beaucoup de travail. Pendant que vous faites ça, vous ne faites pas vos récoltes. Pendant que vous faites ça, vous ne faites pas d'autre chose. Alors, c'était une corvée, plusieurs personnes qui venaient. Mon grand-père m'a dit que c'est son oncle, son grand-père, son père et son grand-père qui avaient construit ça. Et que c'était avancé, il restait dans le chantier en haut de la montagne, comme on l'a vu au début. Ça, c'est mon arrière-grand-père, né en 1828 en Irlande. Alexandre, ici, cette photo est importante parce que il est né en Irlande, il est arrivé ici vers 1830, il a vécu dans l'établissement Saint-Patrick, ce qui est assez rare d'avoir quelqu'un qui a vécu d'avoir une photo de quelqu'un qui a vécu. Et il a vécu à Sainte-Catherine, et il est mort à l'âge de 92 ans, donc c'est pour ça qu'on a une photo de lui. S'il était mort plus jeune, on n'aurait jamais su. Alors, il est mort à 92 ans, il a vécu dans la maison que vous avez vue tout à l'heure, qui est de la bâtie, avec sa bru. Ta grand-mère, Deborah? Ta arrière-grand-mère, excuse-moi. Et toi aussi, là? C'est ta arrière-grand-mère, toi. Falcon Bridge? Oui. Okay. Alors, et ça, c'est mon deuxième arrière-grand-père. Alors, lui a construit ça. Et puis, donc, l'importance de savoir qu'il venait d'Irlande, a vécu dans l'établissement Saint-Patrick en tant qu'enfant, avec ses parents. Et ensuite, il était presbytérien. Donc, il était une minorité ici à Sainte-Catherine parce que tout le monde était catholique. Il y avait quelques anglicans,
quelques presbytériens. Les anglicans sont partis, mais à l'époque où lui est décédé, il est dans les derniers presbytériens, sinon le dernier presbytérien, ici à Sainte-Catherine. De là l'importance de cet individu, d'avoir une photo de lui, ce qui est assez remarquable. Un fait, en âge avancé, il s'est converti au catholicisme. Il est enterré ici à Sainte-Catherine. Le choléra. Alors, vous êtes en Irlande, il y a du choléra, il y a la pandémie. Vous dites, je vais me sauver de ça. Vous arrivez ici, vous amenez le choléra avec vous, dans les navires. C'est les Irlandais qui ont amené le choléra ici. Alors, la pandémie, ça veut dire à travers la planète. Ce n'est pas une épidémie, c'est une pandémie. Ça partit en Inde, et ça a traversé l'Europe, et les gens l'ont emporté ici, sur les bateaux. C'est sûr que ici à Québec, ils sont complètement débordés. Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne savent même pas c'est quoi le choléra. Ils pensent que c'est dans l'air. Ils font brûler du cathare, ils font brûler du bois pour enlever ça dans l'air, pour tuer les vitres, tuer les microbes. Ça n'a rien à voir. Alors, c'est un virus, mais il reste une bactérie. Ça a été très difficile pour eux autres. Alors, très meurtrier. 2753 personnes sont décédées en 91, excusez-moi, en 32.